Saint-Roch, c'est la base-ville en perpétuelle mutation. C'est un quartier d'innovation qui montre depuis plusieurs siècles ce que Québec sera demain. C'était une gloire industrielle et commerciale qui a été quasiment anéantie par la montée des banlieues. Aujourd'hui, le phénix renaît de ses cendres, chevauché par des visionnaires qui l'amènent ailleurs. Le jeu vidéo dans Saint-Roch, ça a commencé au tournant des années 2000, avec Sarbacane, Binox très peu de temps après, Frima aussi quelques années ce qui ont suivi. Les compagnies, à l'époque, indépendantes, donc ils ont décidé consciemment de venir s'établir ici. Plusieurs compagnies leur ont emboîté le pas par la suite, dont Ubisoft Québec en 2005. Donc, le géant multinational qui a décidé de mettre un studio ici dans la ville. À l'époque, je me rappelle, on était en moins de 100 employés. Aujourd'hui, on est plus de 500, puis il y a beaucoup de gens justement qui viennent un peu partout. Donc, c'est des gens passionnés. Ubisoft Québec, c'est une des choses que j'apprécie énormément de la compagnie. Produire des jeux de qualité, d'ampleur et puis d'envergure, c'est génial. Dans un quartier aussi stimulant, c'est quelque chose qui est vraiment bien. On s'implique beaucoup au niveau de la communauté. Plusieurs compagnies aussi dans le quartier font pareil. Bien, c'est certain que d'avoir autant d'attrait au niveau international a fait en sorte que Saint-Roch est devenu une plateforme beaucoup plus variée en termes de diversité, en termes de talent. Justement, on parle de créateurs, donc des programmeurs, des designers, différents artistes, par exemple, qui vont affluer vers Saint-Roch, ce qui en fait justement à l'intérieur de la ville ou même de la province un des pôles au niveau justement diversité, variété en termes justement de talent. Le quartier Saint-Roch est vraiment situé au centre, en fait, de la ville. Donc, les gens de tous les environs peuvent se retrouver dans Saint-Roch pour différentes raisons. Sur le travail, le loisir, la culture. Moi, depuis les années 90, en tant que citoyen ou un peu plus tard en tant que travailleur, j'ai pu voir vraiment un essor fulgurant, mais surtout une évolution constante. Donc, le quartier est passé justement d'un milieu beaucoup plus ouvrier, manufacture un peu, vers un milieu axé vraiment vers la culture, vers la technologie, puis même l'art culinaire aussi, c'est fascinant. Aujourd'hui, c'est certain que c'est un quartier qui représente pour moi le dynamisme, beaucoup de l'activité, l'action. Donc, je suis très à l'aise de venir travailler ici tous les jours, mais souvent, je vais y rester pour un 5 à 7 avec des amis, aller manger une bonne bouffe, évidemment, ou seulement côtoyer des gens des autres entreprises environnantes. Plusieurs compagnies qui ont vu le jour très localement à partir des industries existantes. Je pense à des compagnies comme Squeeze Animation. C'est des gens des différentes entreprises de jeux vidéo qui sont rassemblés autour d'une passion commune et d'un besoin évidemment réel. Et aujourd'hui, bien, ils sont rendus vraiment une présence à plusieurs endroits à travers le monde. Un autre exemple de ça pourrait être Crack Media, qui a une présence au niveau du web qui maintenant transcende justement les frontières. T'sais. AudioFX, c'est une compagnie qui fait des effets spéciaux dans les grandes productions américaines et autres qui ont un renom qui n'est plus à faire. Ils ont travaillé sur des productions comme Game of Thrones, entre autres, Stranger Things, des productions quand même assez spectaculaires, reconnues aussi au niveau du milieu. Bien, c'est super excitant, puis c'est pour nous aussi un indicatif que c'est un milieu en santé. Nous, quand les entreprises autour prospèrent et évoluent positivement, bien, pour nous, c'est signe que justement, on est à la bonne place. Aujourd'hui, je pense que c'est un moteur qui roule en grande partie par la passion des gens qui y travaillent, les talents qui étaient présents déjà à l'époque, et puis ceux qu'on a réussi à attirer finalement au fil des années, qui ont collaboré ensemble déjà dans le passé, dans différents contextes, ou qui se côtoient en dehors de leurs heures de travail dans le quartier, à travers une vie sociale ou communautaire. C'est certain que ça crée aussi une espèce de proximité entre les gens, qui fait en sorte aussi qu'on peut parler peut-être même d'une communauté au niveau de la techno, des nouvelles techno, globalement.
C'est certain que moi, je suis en jeu vidéo, donc c'est un peu notre mission, toujours d'innover. En tout cas, du moins, chez Ubisoft, c'est un des piliers principaux de notre mission. Mais c'est certain qu'au niveau technologie et puis nouvelles technologies dans Saint-Roch, on a plusieurs gros joueurs qui sont venus s'installer ou qui étaient déjà là, qui ont renforcé leur présence. Donc, c'est certain que ça crée une espèce de momentum toujours d'aller vers l'avant. C'est certain aussi qu'on est motivé et inspiré par ce que les autres font autour de nous, sur la scène mondiale. Mais évidemment, en ayant un quartier comme celui de Saint-Roch avec autant de présence, on est encore plus motivé dans la proximité qu'on a autour de nous. Là. Parmi les premiers faubourgs sortis des murs du Vieux-Québec, Saint-Roch aspire à être reconnu comme le vrai centre-ville. C'est une histoire tumultueuse de descente et de montée, aussi abrupte que la falaise qui le sépare de la Haute-Ville. Son récit en montagne russe inspire l'historien Régent Lemoine, qui voit dans ce quartier les marques de l'histoire de la ville de Québec. L'histoire du quartier Saint-Roch est une histoire fascinante. C'est l'un des plus anciens faubourgs de la ville de Québec, mais c'est surtout aujourd'hui le quartier de l'innovation technologique dans la ville de Québec. Il faut remonter au début du régime français pour voir cet aspect d'innovation qu'il y a dans le quartier Saint-Roch. Dès le 18e siècle, Saint-Roch est un quartier qui va se construire sur la construction navale, une des industries les plus importantes à Québec. Plus de 2000 bateaux en bois vont être construits par des ouvriers de la construction navale sur les bords de la rivière Saint-Charles, dans Saint-Roch, à cette époque. Des navires qui vont circuler partout dans le monde entier pour l'Empire britannique. Cette industrie-là va être florissante jusque dans les années 1860. Par la suite, avec le déclin de la construction navale, va apparaître l'industrie de la chaussure, où là encore, on va innover. Guillaume Bresse, qui est un entrepreneur au milieu du 19e siècle, va faire passer la chaussure de l'industrie artisanale à l'industrie mécanique. Donc, plus d'une vingtaine de compagnies, plus de 4000 ouvriers dans le secteur de la rue Arago qui ont travaillé et fait de la chaussure l'industrie la plus importante de la ville de Québec au 19e siècle. L'autre élément important d'innovation dans le quartier, c'est surtout les grands magasins qui sont apparus au début du 20e siècle. On pense d'abord à Paquette, La Liberté et le Syndicat, qui sont les trois grands magasins. Ces trois magasins-là, dans le fond, sur la rue Saint-Joseph, vont être vraiment le cœur commercial de la ville. Tout le monde allait magasiner à cet endroit-là, ce qui faisait que c'était le quartier le plus fréquenté, le plus populeux de la ville de Québec. Mais très rapidement, au début des années 60, le déclin du quartier débute. C'est d'abord les grands magasins qui ferment à cause de la création dans les banlieues, le long des autoroutes, des nouveaux centres commerciaux. Et là, vraiment, le quartier va connaître ses heures plus difficiles. On va être obligé, sur la rue Saint-Joseph, afin de limiter le problème, on va vraiment créer un faux centre commercial en créant le Mail Centre-Ville, qui est une structure de ciment qui va faire qu'on va fermer cette rue-là, on va l'enfermer dans du béton, ce qui va lui nuire parce que ça n'empêchera pas le déclin commercial de continuer. Par la suite, les gens vont quitter le quartier. Il y avait plus de 20 000 personnes qui vivaient dans Saint-Roch. Au tournant des années 80, il va en rester 4 000. Les gens ont quitté le quartier. Seuls les plus pauvres vont rester dans le quartier ou les plus âgés. Et à partir de ce moment-là, ce quartier-là va devenir un quartier malfamé. Il va y avoir beaucoup plus de prostitution, de drogue, de terrains abandonnés. Et on va y retrouver le surnom de Plywood City parce qu'il y a plus d'édifices placardés, abandonnés, de stationnements vacants qu'il y a d'activités économiques dans le quartier. La renaissance urbaine de Saint-Roch commence à partir des années 80, autour de l'espace Saint-Roch, autour du parc Jean-Paul-Lallier, où progressivement, on va amener les artistes dans le quartier. Les artistes vont s'installer et vont lancer le redéveloppement du quartier. Avec le projet Méduse, avec le projet de la fabrique, les anciens bâtiments industriels vont reprendre vie. Et progressivement, le quartier a commencé à changer d'allure, à changer de perspective. Et la fin de ce processus-là a été le démantèlement du Mail Centre-Ville pour redonner vie à la rue Saint-Joseph, qui va redevenir une artère commerciale dynamique dans le quartier. Compte tenu de sa centralité,
compte tenu du fait aussi que depuis une vingtaine d'années, la nature est revenue en ville, les berges de la Saint-Charles ont été restaurées, qu'il y a une augmentation de la population du quartier et qu'avec l'arrivée des industries du jeu, eh bien, le quartier va reprendre une relance économique qui avait été laissée de côté pendant des années. Donc, je pense qu'on peut dire qu'avec les modifications qui ont été amenées dans le quartier au cours des 20-30 dernières années, eh bien, on va assister à un quartier Saint-Roch vraiment dynamique au cours des 20, 30, 40 prochaines années. Saint-Roch a connu des temps durs, alors qu'on déplaçait sa population pour construire des autoroutes. Le quartier était délaissé. C'est Jean-Paul Lallier qui a ramené l'espoir. Il a fait pas mal de sceptiques quand il a proposé de rebâtir Saint-Roch autour du jardin qui porte son nom aujourd'hui. Il a ramené des gros joueurs institutionnels comme l'Université du Québec, l'ENAP et l'INRS autour de son parc. C'était un acte de foi qui a convaincu les promoteurs et les développeurs de s'intéresser à Saint-Roch, eux aussi. Bien avant eux, les artistes n'avaient pas attendu qu'on les appelle pour installer leurs ateliers derrière les façades industrielles du passé. Exmiro, c'est né de l'idée de sortir l'art des murs. La publicité, c'est pas gêné pour occuper l'espace public. Je regardais mon centre-ville, puis je disais... À chaque fois que je voyais un mot ou une image, il y avait toujours soit que c'était la signalétique ou soit que c'était quelque chose à vendre, une publicité, une enseigne. Il y avait toujours un produit relié à ça. Je me dis, où la poésie, où l'art là-dedans? Même si c'est inconscient, on capte tout ce qui est autour de nous. Puis je me dis, c'est juste de la pub. Fait qu'on va mettre de l'art aussi pour essayer de pallier à ça. Au début des années 2000, je sortais de l'école de photographie à Montréal, puis je revenais ici comme artiste photographe. En revenant à Québec, je me dis, je m'installe à Québec, je vis ma vie d'artiste, où on s'installe, j'avais besoin d'un studio, un appartement. Puis Saint-Roch, c'était assez en déclin dans ces années-là, mais il y avait beaucoup de locaux libres, locaux vacants, pas chers. On sentait aussi qu'il y avait une volonté politique de revitaliser Saint-Roch, mais avec l'angle des arts, des artistes. Ici où on est, c'est une ancienne cartonnerie, puis c'était désaffecté. Donc, dans les années 90, ils ont décidé de tout rénover et c'était réservé exclusivement aux artistes. Un local comme ici, ça a été vendu 20 000 $. C'était vraiment accessible. Donc, ce que ça a fait, c'est que les artistes ont acheté. Et quand tu achètes, bien, c'est plus permanent aussi. Donc, tu t'installes. Avoir un atelier, ça change tout, je pense, pour un artiste. Des fois, comme créateur, on peut mésestimer ça un peu parce qu'on se dit « Ah non, ça coûte cher, puis c'est un gros investissement, est-ce que je vais rentabiliser, etc. » Mais c'est la base, c'est que tu t'occupes ton espace, puis c'est là que ça se développe. Là, ton univers vient de s'ouvrir. Il y a un regroupement d'artistes qui ont acheté un lieu qui s'appelle la Maison Longue. Donc, eux, ça a été un des premiers regroupements là, à s'installer. Puis ensuite, il y en a eu d'autres, parce que le modèle fonctionnait. Bonjour, Daniel! Salut, ça va bien? Salut! Oui? Tous les artistes ici à la Maison Longue, la plupart étaient déjà dans Saint-Roch depuis des années. On avait des ateliers en location. Puis moi, j'étais tannée de déménager aux 3 ans parce que plus tu avances dans ta carrière, plus, comme on voit ici, plus il y a du stock dans la place. Puis déménager aux 3 ans, c'était l'enfer. Puis tu déménageais parce que le propriétaire augmentait le loyer de façon déraisonnable ou bien il changeait la fonction, il faisait des rénovations. Enfin, il fallait toujours que tu te déplaces. J'étais un peu tannée. Je voulais absolument me loger, c'est-à-dire loger mon atelier de façon permanente, adéquate. Je voulais devenir propriétaire. Alors, Saint-Roch, à l'époque, c'était pas mal déserté. Hein? Il y avait beaucoup d'espaces libres, soit des anciennes grandes surfaces, des commerces, ou des petites usines. C'était très hybride, hein, ce quartier-là. Puis depuis le début de l'histoire de la Ville de Québec, le quartier Saint-Roch a toujours été très... mixte de toutes sortes de choses. Alors, il y avait des possibilités. Et quand tu es pauvre, tu ne peux pas faire comme un promoteur immobilier, raser les vieux édifices puis construire de belles affaires en nickel. Tu n'as pas les moyens. Fait que tu fais avec. Puis quand tu fais avec, tu gardes l'authenticité d'un quartier. Ouais. Il se passe un espèce de phénomène. Quand des créateurs s'installent quelque part, ils sont poreux. Hein? On est poreux, comme les immigrants, souvent. On est poreux à ce qu'il y a autour. Et ce qui se produit, c'est que
il se crée une espèce d'atmosphère, des petits cafés, des petites librairies, des petites boutiques. Puis là, les promoteurs, ils veulent venir puis installer leur restaurant jet set, là. Et si on n'est pas propriétaire, on est évincé. Ah, c'est ça. Est-ce que Saint-Roch, c'était le lieu peut-être idéal pour conserver cette espèce de mixité-là? Est-ce que c'est... Je pense que les artistes, on n'aime pas cette espèce d'uniformité-là, tout pareil, tout semblable, parce qu'on deviendrait peut-être un petit peu comme ça, nous autres aussi. On n'est pas recto-tono, on n'est pas très recto-tono, puis on s'abreuve à tout. Oui, c'est ça, exact. Le beau comme le lait, comme le... Principalement l'être humain. Et puis, exact. plus ils sont diversifiés, plus c'est riche pour nous. Ouais. C'est une source d'inspiration, tout ce monde-là. Hein? Alors, on ne veut pas les évincer. Ouais. Et... on ne veut pas se faire évincer, nous autres non plus. On cohabite. C'est ça. Je crois que vouloir faire un regroupement comme ça, de regrouper les artistes, les rassembler, ça a fait qu'on avait un milieu. Ça veut dire que tu as des créateurs autour, tu as ta matière première, tu as aussi des lieux de travail, mais tu as des lieux de diffusion aussi. Donc, tu peux diffuser ton travail. Donc, tout ça se crée une énergie, une chimie, une écologie entre tous ces... les créateurs, les diffuseurs et les consommateurs de culture. Méduse, c'est sûr que ça, c'est un incontournable dans les lieux de production et de diffusion. Un vidéaste, un sculpteur, un photographe, un artiste du son, tu peux aller travailler là, il y a des espaces pour toi. Donc ça, c'est la base aussi d'un milieu qui est fort aussi, qui est dynamique. Aujourd'hui, bien, les besoins en atelier sont encore présents parce qu'il y a l'artiste de la relève, il y a du monde qui pousse aussi derrière, il y a du monde qui arrive, puis que là, bien, il arrive dans un lieu où est-ce que tu peux plus acheter un loft ici à 25 000 $. Ça fait qu'il y a eu des initiatives comme les ateliers du réacteur. Donc ça venait combler une partie des besoins. Des ateliers qui sont accessibles financièrement, relativement accessibles, et en même temps, toujours la concentration aussi, mettre des créateurs ensemble pour que ça crée, pour que ça bouillonne ensemble. Les ateliers du réacteur, ici, on est dans un édifice patrimonial qui a été retransformé en atelier pour artistes. L'idée, c'est que ça corresponde aux besoins spécifiques des artistes qui ne sont pas pareils que n'importe quel autre entrepreneur, puis que ça soit accessible, facile. Puis dans l'idée, justement, d'encourager la continuité de la revitalisation, l'existence, la prolifération de la culture dans le quartier, puis au centre-ville précisément. C'est sûr qu'on est dans une période vraiment d'effervescence. Ici, à l'intérieur des ateliers, ce qui est intéressant beaucoup, c'est qu'on a des artistes qui ne se connaissaient pas à la base. C'est pas des gens qui ont décidé de se regrouper pour former, par exemple, une coop. C'est des artistes qui vont être amenés à se rencontrer de par le lieu. Puis ça fait qu'on a des gens qui ont des pratiques super diversifiées, qui vont être en art visuel, en métier d'art, en peinture, sculpture, photographie, décor, scénographie, toutes sortes de choses vraiment très variées. Et ça crée vraiment des rencontres puis des échanges qui sont parfois surprenants, mais vraiment stimulants. Parce qu'on sait quand il y a des artistes dans un quartier, ça change complètement la trame, ça vient améliorer la qualité de vie, ça amène de l'intérêt du grand public, de l'intérêt entrepreneurial, puis c'est vraiment un moteur de développement là, à la base d'une vision pour le centre-ville à Québec. Je pense qu'à Jean-Paul Allier, on lui doit aussi ce milieu artistique-là fort dans Saint-Roch. Ça a été quelqu'un qui a su avoir la bonne vision pour la revitalisation. Puis il aurait pu avoir une autre façon de voir la revitalisation avec un autre projet économique ou je sais pas quoi, mais là, ils ont choisi les artistes, puis je trouve que c'était vraiment un beau petit coup de génie de faire ça. Ça se fait à d'autres endroits aussi dans le monde maintenant. On laisse des artistes s'installer, après ça devient cool, puis la ville devient cool, puis les artistes s'en vont parce qu'ils sont plus capables de payer. En fait, ce qui est particulier à Saint-Roch, c'est que je pense qu'il est encore là. Le milieu est encore là. Résiste aussi un peu à ça, à cause de la mixité. Puis je pense que la mixité a bien fonctionné, ou fonctionne bien, en fait. À moins que je me trompe, je pense que ça fonctionne encore. La cohabitation avec toutes sortes de monde, c'est fragile, mais ça fonctionne, donc on est encore bien ici. La rue Saint-Joseph, c'est la main de la Basse-Ville. Quand on a libéré les façades des bâtiments du vieux mail qui les cachait, on a retrouvé les grands magasins art déco et modernes du siècle dernier. Mais le magasinage qu'on fait là a quand même su se réinventer.
Saint-Roch, c'est un quartier de travailleurs et d'étudiants. Le carburant inévitable coule derrière les comptoirs. Ça s'accompagne bien d'un beigne aussi. Il y a de tout sur Saint-Joseph. Des articles culinaires originaux, un train électrique dans une ambiance de film de Noël, une coupe de cheveux branchée dans un décor vintage. Il y a de quoi alimenter votre table tournante ou carrément un meuble dans sa deuxième vie pour accueillir vos 33 tours. Vous préférez du magasinage ou un taco pour accompagner votre margarita? Le 222 est là. Saint-Roch a déjà accueilli un quartier chinois. Il en reste peu de traces, mais aujourd'hui, la filière asiatique rugit et revit en prenant des accents japonais. On peut aussi retrouver les parfums et la sérénité de l'Inde pour une pause bien méritée. Saint-Roch, c'est aussi de grandes tables à bon prix, comme les déjeuners décadents et les soupers raffinés du Clocher Penché, le service relax des sales gosses ou les petits plats des voisins qu'on enfile juste avant le théâtre. Il y a des choses à voir et à vivre dans le petit Broadway de Québec. Des grandes productions, de la danse ou de la musique de tous les styles. C'est impossible de marcher sur Saint-Joseph sans entendre le son d'une foule qui applaudit. Puis, on va mouiller ça avec une bonne pinte parce que Saint-Roch est le quartier des brasseurs. Et c'est pas le choix qui manque. Un petit tour en début de journée et vous pourrez même voir les artisans à l'œuvre. Quand un milieu connaît des difficultés, les habitants se mobilisent pour sauver leur coin de pays. Quand le quartier renaît, il y a des défis de cohabitation. Dans Saint-Roch, les commerçants sont contents quand il y a du monde pour venir dépenser, mais il y a surtout des gens qui sont là et qui vivent dans Saint-Roch depuis longtemps. C'est comme partout en Basse-Ville. Gens du milieu culturel, élus, gens d'affaires, intervenants de terrain, il faut que tout ce monde-là se parle et avance main dans la main pour garder Saint-Roch ouvert à tous. Là, à Saint-Roch, il y a toutes sortes de monde. C'est ce qui fait que c'est un centre-ville. Tu as différentes nationalités, tu as différentes personnes de différents niveaux socio-économiques, c'est ça. Il y a des gens aussi qui sont sur la rue des itinérants, qui font partie du paysage de Saint-Roch. Tu as des travailleurs, des commerçants, des résidents. Des gens qui sortent. En même temps, la mixité, c'est pas juste d'être un côté de l'autre. Je prends souvent l'exemple à Intermarché. Tu pars une file avec 5-6 personnes, c'est une dame en tailleur qui sort de sa Mercedes, un jeune punk, une personne qui ramasse des canettes vides dans la rue puis qui vient les changer, un simple travailleur, un geek qui travaille chez Ubisoft, etc. Bien, s'ils se parlent pas, c'est pas de la mixité. Ils se côtoient, ils se parlent pas, c'est pas mixte. Il y a eu beaucoup, récemment, disons, dans les 10 dernières années ou dans les 15 dernières années, aussi des regroupements, des organismes qui se sont mis ensemble pour faire de l'animation, pour faire du verdissement, pour faire des aménagements. Il y a comme une prise en charge des citoyens pour leur secteur, des citoyens et des organismes. La table de quartier d'engrenage de Saint-Roch, en fait, on travaille beaucoup sur les enjeux de mixité. C'est-à-dire, on prend par exemple le piano qui est sur le parvis de l'église Saint-Roch, qui est là durant tout l'été. Donc, c'est autant les gens, les passants, les touristes qui peuvent venir jouer. C'est accompagné aussi de des gens qui peuvent être plus loin, plus marginalisés un peu, qui peuvent venir jouer aussi. Ça fait vraiment en sorte que ces gens-là peuvent échanger, peuvent apprendre à se connaître. Ça apporte un dynamisme vraiment plus grand à ce quartier-là, au quartier Saint-Roch. Dans le fond, une fois qu'on a passé l'étape des préjugés, on se rend compte que ces gens-là, c'est des gens qui participent autant à la vie de quartier, qui apportent un dynamisme aussi très intéressant à la vie de quartier. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé comme marchand, je suis arrivé en 99, il y avait les marchands et il y avait le reste. Ouais. Communautaire, résidents, cet clivage-là a diminué. À quelque part, c'est les organismes comme Verdir Saint-Roch ou Engrenage, etc., nous ont, à quelque part, contaminés positivement. Ouais. Puis nous ont amenés à collaborer et à être des citoyens corporatifs responsables, intéressants, puis impliqués. Oui, c'est ça. On est tous sur le même territoire, puis on a est des différences, mais on a des intérêts communs.
C'est pas en vivant dans des ghettos avec des gens qui sont pareils comme nous, tu sais, qu'on évolue en tant que personne, puis qu'on apprend, puis qu'on s'enrichit mutuellement. Puis quand on vit dans un milieu mixte, on s'aperçoit des fois que des gens qui paraîtraient défavorisés, puis pas éduqués, puis tout ça, savent des choses que bien du monde ne savent pas sur des sujets, s'ils se documentent, ils s'intéressent à... C'est toujours étonnant, là. Tu sais, c'est pas tout noir puis tout blanc, les gens. Le mixité de Saint-Roch nous amène à ouvrir nos esprits, tu sais. Alors, depuis plusieurs années, Explureau Art Public organise un parcours d'œuvres d'art qui s'appelle les Passages insolites. Pour l'occasion, ils ont décidé de faire appel à un collectif d'artistes et ils ont décidé de nous mettre en relation avec des gens de la communauté pour développer un projet vraiment d'art social où les gens pourraient s'exprimer. Et puis, c'est des gens qui sont marginalisés, qui vivent avec différentes problématiques de santé mentale, parfois aussi itinérance, problèmes de drogue. Donc, c'est vraiment des gens marginalisés. Puis, ce qu'on voulait, c'était leur donner la parole. Donc, on a décidé de faire des petites tuiles en céramique. Puis là, on travaillait vraiment sur une table avec des rouleaux à pâte, avec des emporte-pièces. Puis on travaillait comme ça la matière. Autour de ça, les langues se sont déliées, puis on a commencé à parler. Les gens parlaient de ce qui les intéressait, ce qui les touche particulièrement dans leur vie, ce qu'ils aimeraient exprimer dans leur public. Puis nous, pendant ce temps-là, on prenait des notes. Donc on a pris des notes de toutes leurs idées, tout ce qu'ils aimeraient mettre en valeur. Nous, à partir de ça, on a construit les formes, puis on a essayé de rendre hommage à chacune de leurs petites tuiles. Ça leur a fait une occasion aussi de se rencontrer, une espèce d'excuse pour se rendre à un endroit, puis travailler avec des gens, puis discuter ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, souvent, vivent marginalisés dans une certaine solitude. Donc un projet comme ça, je pense que ça leur a permis de se rencontrer, de discuter ensemble, puis de développer un peu leur communauté. Dans les années 90, c'est comme un peu le précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a tout ce qui s'est passé avec l'îlot Fleury quand les gens qui habitaient proche d'un terrain vraiment en friche, puis abandonné, puis pas développé, ont décidé, bien, crime, on va faire quelque chose, tu sais, pour qu'on vit là-dedans, on va essayer de rendre ça un peu plus beau, mettre de la verdure, mettre des œuvres d'art aussi. Il y avait des artistes dans ce voisinage-là, Louis Fortier, d'autres qui se sont joints à lui. Puis après ça, faire de l'animation autour de ça, il y a eu des festivals, des performances. Oui. C'est important que ce soit un lieu ouvert à tout le monde. Il y avait un jardin collectif, il y avait de la soupe populaire, les gens faisaient de la bouffe pour tout le monde. Les gens qui, en situation d'itinérance, passaient par là aussi, des gens, tu sais, poqués, qui allaient pas bien. C'était un lieu de rencontre, puis un lieu d'échange, puis un mélange déjà là de ce qu'on voit aujourd'hui, tu sais, des artistes, puis des gens comme monsieur, madame, tout le monde, qui travaillent de 9 à 5 ailleurs, mais qui a le goût de faire un peu une différence dans son milieu pour qu'il soit plus agréable. Bien, c'est un peu la même chose quand on a démarré Verdir Saint-Roch, plusieurs organismes, puis des gens qui se mettaient ensemble pour participer au verdissement du quartier avec un jardin, entre autres un potager, un verger, des arbres, tout ça. Il y a des lieux communs, tu sais. Ne serait-ce que de venir t'asseoir ici, rapidement, tu peux rencontrer des gens. Tu peux pas être ici, passer un avant-midi et parler à personne. C'est difficile. À moins que tu aies des écouteurs sur la tête puis un livre à ça de du visage. Mais encore là, il y a quelqu'un qui va venir te dire « Hey, ça c'est qui, toi? » C'est ça qui est le fun. Oui, oui. Centre-ville déserté d'hier, Saint-Roch redevient le terrain de jeu de toute la ville. Le savoir-faire des restaurateurs anime ces lieux de rencontre. Parvis de l'église, petite ruelle, artère fermée, à Saint-Roch Expérience, tous les terrains sont bons pour faire la fête. C'est la mixité en action, l'occasion de célébrer le savoir-faire local, les artisans de la pinte et de l'assiette, les commerçants passionnés, les créateurs de toutes disciplines. C'est l'occasion de voir les musiciens prendre possession du quartier et on leur ouvre les portes avec grand plaisir. Tout le monde est là pour fêter la basse ville qui ose. Ça fait longtemps que Saint-Roch nous dit de quoi Québec va avoir l'air demain. Normal que les yeux soient tournés dans sa direction, les défis de toute la basse ville sont là. Innovation, rayonnement, proximité, mixité. C'est la fête, la convivialité et la créativité qui donnent le goût de continuer.